Bonsoir, bonsoir à tous pour ce nouveau webinaire qui fait Bonsoir. partie du cycle de professionnalisation mis en place par l'association Maison des artistes. Et ce soir, nous avons des nouveaux intervenants. Voilà. Alors, je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter, mais on est ravis de vous accueillir, Mathias et Olivier. Vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots? Je vais commencer si tu veux, Olivier. Vas-y. Donc, moi, je suis Mathias Oran, alias Bress, c'est mon nom d'artiste. Donc, je suis artiste plasticien et je travaille dans le domaine des arts urbains. Et je suis aussi organisateur et curateur de la Biennale d'art urbain Teenage Kicks à Rennes. Et aussi membre du CA de la Fédération des arts urbains. Ok, merci. Olivier? Olivier, donc je suis moi urbaniste de profession, de formation à l'origine et amateur d'art. Et par ailleurs, je suis venu au fil des années. En fait, j'ai créé l'association Art en Ville, donc qui monte un petit peu comme Mathias d'ailleurs, des projets artistiques dans l'espace public, donc en lien étroit avec le contexte, hein, qu'il soit physique ou social, voire même parfois politique. Et je suis aussi auteur d'ouvrages aux éditions alternatives qui s'appellent Street Art Context et le guide du street art en France. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et notre point de vue avec Mathias pendant ce webinaire. Ok, parfait. Et donc, ce webinaire a été mis en place donc, à travers la Fédération de l'art urbain que vous représentez aussi ce soir. Ouais. Est-ce que vous voulez nous présenter cette fédération en quelques mots? Que nos artistes connaissent peut-être peu? Alors, la fédération, en fait, a été créée en 2018 avec le soutien du ministère de la Culture. Et elle œuvre pour le soutien et la promotion des arts urbains en France. Autrement dit, elle souhaite offrir une meilleure visibilité, une protection à l'art urbain, tout en insistant sur sa singularité. C'est important d'insister sur la singularité pour la fédération. L'art urbain désigne bien les propositions artistiques protéiformes qui se développent dans l'espace public depuis les années 60. Donc l'art urbain, ça comprend plusieurs mouvements, plusieurs familles, comme le graffiti, le néomuralisme ou le street art, plus généralement, quoi. Okay. Peut-être des points après que vous allez d'ailleurs développer dans la présentation, Oui. voilà, les activités concernées. Ok, donc voilà pour la présentation générale. Ce soir, donc pour l'association, nous avons Antinéa Garnier, la directrice, et Louise Pelletier, présentes dans le chat pour venir en renfort pour les infos pratiques et utiles, les fiches pratiques, les liens, et regrouper toutes les questions que je vous invite à poser au fur et à mesure. Que nous poserons ensuite de vive voix à Olivier et Mathias pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, et je ne me suis pas présentée, pardon. Charlotte Delsol, je suis la responsable des partenariats pour l'asso, et si vous écoutez les replays, maintenant vous êtes familier de mes interventions. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes nombreux déjà à être connectés. Pour rappel, cette intervention sera disponible en replay dans votre espace adhérent. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Je voulais dans un premier lieu quand même en remercier Jean Faucher, Cécile Coutour et David Demougeot pour l'aide qu'ils nous ont donnée pour préparer cette session d'information. Très bien. Merci à eux pour leur collaboration. Voilà. Parfait, j'ai hâte de voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, l'idée de cette session, c'est de parler un petit peu de l'art urbain, de rappeler les grands principes et les enjeux qui précèdent le travail dans l'espace public. Comment faire, est-ce qu'on a le droit, quel accord, quelle autorisation. Et puis, on va faire une petite présentation avec Olivier, et ensuite, vous serez amené à nous poser des questions si vous le souhaitez. Et puis, et nous à y répondre si on y peut, quoi. Voilà, donc pour présenter un petit peu l'art urbain, mais vous connaissez sûrement tous, hein, il s'agit surtout d'intervenir dans l'espace public. Alors nous, on va parler essentiellement d'intervention picturale dans l'espace public.
on parle souvent, nous, de peinture, mais ça peut concerner des installations. Après, c'est un peu moins notre spécialité. Je ne sais pas pour toi, Olivier. Un petit peu moins, en effet, aussi, mais Voilà. on y viendra, avec plaisir. Voilà, ouais. Du coup, peindre dans l'espace public, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on peint dans l'espace public? Pour quelles raisons? Il y a différentes raisons. D'abord, de quelle manière on va peindre dans l'espace public? Ça peut être d'une manière complètement volontaire pour vouloir s'exprimer dans l'espace public, et puis aussi pour tous les artistes, l'occasion de participer d'une autre manière aussi à des appels d'offres où vous pouvez être amené à avoir un client qui vous propose de réaliser une œuvre dans l'espace public, et on vous parlera un petit peu de tout ce que ça peut impliquer, ce type de travail, quoi. Donc voilà, la peinture dans l'espace public, il faut se dire que c'est avant tout un art contextuel qui se nourrit de l'espace dans lequel il va s'inscrire. On ne peint pas dans l'espace public quand on peindrait dans son atelier. Les murs, ce n'est pas des toiles vierges. On peut peindre dans l'espace public d'une manière avec une autorisation quand on y est invité, mais on peut aussi investir l'espace public, et ça se fait énormément. C'est pour ça que la Fédération de l'art urbain s'est créée. C'est parce que des tas d'artistes se sont emparés de l'espace public volontairement, parce qu'ils avaient des choses à faire partager dans l'espace public pour différentes façons. Mais il y a un cadre légal qui régit quand même l'occupation de l'espace public. Et je veux juste rappeler rapidement l'article 322 du Code pénal qui poursuit l'action dans l'espace public, l'intervention quand il résulte d'un dommage léger. Ça peut être une amende de 1 500 € et ça peut monter à 3 750 € d'amende, ou des peines de travaux d'intérêt général, voire jusqu'à 7 500 € d'amende quand le bien détruit est dégradé, détérioré ou destiné. Bref, c'est le cadre légal. Ceci dit, les interventions dans l'espace public il y a plusieurs stades, et puis on n'est pas forcément dans une prise de risque énorme. Il y a quand même une certaine tolérance qui, depuis le début des années 2000, commence à arriver. Mais bon, quand on peint volontairement comme ça dans l'espace public, il faut quand même avoir ça en tête, quoi. Voilà. Comment occuper l'espace public et pourquoi? Est-ce que la volonté, c'est de vouloir montrer son travail sans passer par le prisme d'une galerie, et se dire que la rue, c'est son atelier, après tout, pourquoi pas, et d'avoir une relation directe avec le public. Mais si les artistes occupent l'espace public, c'est aussi pour différentes raisons, et c'est aussi parce que ça permet aussi de faire passer des messages, d'avoir une relation directe. Il y a des tas d'artistes qui occupent l'espace public avec une volonté aussi politique de faire passer des messages. On pense tout de suite à les plus connus, Banksy, mais il y a des tas d'autres artistes qui ont utilisé l'espace public pour ça aussi, hein. Je pense à des gens qui ont détourné, par exemple, quand on parle d'espace public, qu'est-ce qu'on voit dans l'espace public? Essentiellement de la publicité, des enseignes. Il y a des artistes qui se sont amusés très vite à détourner aussi ces enseignes. Je pense aux frères Ripollin, par exemple, ces enseignes des 4x3, la publicité dans les années 80. Et il y a des tas d'artistes aussi qui sont intervenus dans l'espace public bien avant, dès les années 60. Et puis d'une manière générale, de toute façon, le graffiti, c'est une expression qui a toujours eu lieu dans les rues de nos villes, quoi. Donc pourquoi peindre dans la rue? C'est un petit peu pour ça aussi, passer les prismes et puis avoir une relation directe avec le public, et puis parfois aussi répondre à des appels d'offres, quoi. Donc Olivier, je vais peut-être te laisser continuer là-dessus. Ouais.
Oui, donc je reprends un petit peu en complétant ce que disait Mathias. Effectivement, c'est vrai que le passage à la rue, en fait, n'est pas neutre, hein, puisque l'œuvre intègre là un nouvel environnement, hein, contrairement aux espaces de l'atelier ou des galeries ou des lieux d'exposition conventionnels, en fait, qui sont un peu neutralisés finalement, de façon à laisser la part belle à l'œuvre complètement dans un espace blanc où réellement c'est la toile, la sculpture ou autre œuvre en fait qui va être le centre de l'attention. Et en fait, l'intérêt du passage à la rue, naturellement, c'est de nouer un dialogue avec un lieu, avec des gens, avec un nouveau public. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est un geste politique de peindre dans la rue, hein, puisqu'on on intègre l'espace de tous. Donc c'est un geste qui n'est pas neutre. Là, on se souvient, on a tous en tête évidemment le travail magnifique d'Ernest Pignon-Ernest, hein, qui est un véritable père spirituel pour le mouvement de l'art urbain et qui s'inspirait hein, de la force symbolique, poétique et contextuelle en fait pour aller faire passer des messages. Hein. Je vous invite bien entendu à toujours et encore revenir aux paroles d'Ernest Pignon-Ernest. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet, d'interviews de lui et de sa démarche. Hein. La rue reste l'espace public réel, contrairement à l'espace public virtuel qui est Internet. Et une œuvre a quelque part plus de poids, je trouve, quand elle est dans l'espace public réel, hein, donc dans la rue ou dans le paysage. Et il y a effectivement beaucoup d'artistes qui en ont fait leur spécialité hein, de dénoncer. On pense évidemment à Banksy, mais il y a des artistes moins connus, mais aussi talentueux ou plus, en fait, qui ont travaillé dans la rue. Hein. Je pense à Zeus dans les années 2000, ZEUS ou Blue. Hein. Blue, c'est certainement l'un des artistes majeurs du mouvement, BLU. Si vous ne connaissez pas, je vous invite beaucoup à regarder son travail, qui est à la fois dénonciateur et à la fois très contextuel. Il y a notamment des vidéos de stop motion des années 2000 qui sont absolument remarquables. Et puis dans la scène contemporaine, on a les Sif, Ernest Zakharevitch. Je vous donnerai tous ces noms-là dans le chat. Sur la scène internationale, qui prennent beaucoup parti hein, sur les questions politiques, environnementales ou sociétales, mais aussi Ella Épître hein, chez les contemporains, Geoffrey Oliveras, Murmure ou même Vermibus, en fait, qui viennent s'attaquer, lui, le dernier exemple, Vermibus, lui, vient s'attaquer carrément à la publicité sur ses supports, dans le métro et autres. Donc, il y a toute une phase du mouvement aussi qui est de détourner la ville, donc de prendre quelque part la place de la publicité, comme tu le disais, Mathias, et le détournement urbain également, de jouer avec le mobilier urbain, avec les formes de la ville. Ça peut réellement être intéressant. Et ça doit être intéressant, à mon sens, hein, l'idée justement de sortir de l'atelier, sortir de la galerie, c'est bien d'aller jouer avec la ville, avec un sol, avec un mur, avec une architecture. Et d'aller jouer aussi avec les codes de la ville, que sont les codes publicitaires. On trouve en ligne hein, beaucoup de recettes, ou de bonnes recettes, ou de mauvaises recettes, en tout cas, pour s'attaquer à la publicité, sur le site notamment de Brandalisme. Je mettrai également la référence dans le chat, en fait, qui indique voilà, les bonnes et mauvaises pratiques pour aller travailler sur l'espace public et déjouer les codes de la publicité, des pouvoirs publics et autres. C'est aussi l'occasion de rencontrer un public, hein, puisque naturellement, basiquement, la rue permet de toucher un maximum de personnes. Hein. Les œuvres urbaines sont d'ailleurs très souvent signées. Hein. On trouve parfois même les coordonnées, les coordonnées Instagram des artistes assez fréquemment. Donc, ça permet d'exposer aussi aux yeux de tous votre travail. Et puis, versant plus institutionnel et plus récent, effectivement, la commande d'œuvres murales, hein, qui est de plus en plus importante de nos jours. Hein. Les pouvoirs publics, les collectivités locales se sont emparés du beau potentiel artistique, et on peut s'en réjouir quelque part, même si ça peut avoir ses limites.
mais en tout cas le beau potentiel des artistes pour renouveler la ville, peindre et mettre en valeur des murs vus de tous, dans des formats parfois moyens et parfois même monumentaux, puisque de plus en plus on voit des grandes façades qui sont investies par les artistes. Donc le comment passer à la rue, quelques idées. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une méthode, mais c'est plutôt des conseils. Hein. Je vous invite déjà à choisir des lieux intéressants, des lieux qui ont justement une portée scénographique importante, hein, de par leur architecture, de par la texture, de par la couleur du mur, de par le mobilier, le paysage qui est aux alentours. Vous pouvez par exemple, au gré de vos pérégrinations en ville ou à la campagne ou autre, en fait, prendre des photos des endroits. En fait, ça permet d'accumuler en fait des spots possibles, hein, des endroits où intervenir et à tête reposée de travailler dessus. On peut, si tu veux, Mathias, si tu veux bien, envoyer quelques photos justement d'œuvres qui sont tout à fait en lien avec leur environnement. Donc, par exemple, naturellement au travail de Hox, hein, là on voit un cas d'école d'une œuvre qui prend la place de la publicité. Hein. C'est un collage qui est l'œuvre est réalisée sur papier en atelier, hein, dans un atelier de notre ami Hox, qui a une sorte de faux 4x3 dans son atelier, en fait, et il crée sur papier une œuvre qui est directement inspirée de son contexte, d'un détail. Donc on voyait le sens interdit qui est la base, hein, de sa réflexion, et Hox, en fait, il voit dans l'environnement urbain une accroche. Hein. Là, typiquement, on voit l'accroche du sens interdit, ou sur la photo suivante, l'accroche de ce mur de fond orange, et en fait, il vient caler une œuvre sur mesure, et sur mesure pour une photographie aussi. Hein, la mise en photo des œuvres urbaines, c'est l'archivage de l'œuvre, hein, puisque par essence, le mur n'est pas transposable comme l'est une toile. Et vous savez bien que archiver son travail, c'est fondamental. Et en fait, il y a un grand soin à apporter à la mise en scène photographique. Hein. La photo vient quelque part à l'image d'un encadrement d'une toile. En fait, la photo vient cadrer l'œuvre urbaine et introduire dans le cadre, en fait, le contexte de votre œuvre. Donc, le travail photographique préalable dans le repérage, il est vraiment très, 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 très important. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent par travailler sur la photo du lieu dans lequel ils vont intervenir pour avoir une idée du résultat final et de la façon dont il va s'imprégner en fait du panorama, quoi. Après, ça peut être le panorama, mais ça peut être aussi le contexte du lieu qui peut être un lieu qui a une certaine utilité, mais ça peut être un environnement particulier, une usine, qui va résonner avec l'œuvre. Mais bon, c'est des exemples. Après, il y a beaucoup d'œuvres qui aussi vont être en opposition avec le contexte alentour. Le travail de Hox est particulier dans la mesure où lui, il va magnifier un petit peu le panorama autour en travaillant au milieu de ce panorama, quoi. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que considérer que la ville ou l'espace public n'est pas juste une toile vierge, je trouve que c'est assez important. Enfin, nous dans la curation qu'on a sur l'événement, sur la biennale, on essaye de faire attention à ça, quoi. Et c'est une façon aussi de démarquer votre travail, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes en fait qui utilisent la rue comme un simple lieu d'exposition, où en fait ils vont poser leurs œuvres de ci de là, voilà, pour toucher du monde. Mais je pense que ce qu'on apprécie avec Mathias, nous en tant que curateur, c'est justement les artistes qui certes vont dans la ville,
mais qui interagissent avec elles. Et en fait, quelque part, à quoi ça sert d'aller dans la ville si c'est pour ne pas jouer avec le contexte, avec l'environnement. On peut regarder un autre cas d'école, entre guillemets, avec le travail de Le Valais, qui lui, en fait, se sert des... donc ça, c'est de nouveau du collage. C'est un travail, c'est du dessin fait en atelier. Et là, on imagine bien comment Le Valais, finalement, va métrer de façon ultra précise la trace, là, pour poser son personnage sur ce défaut de la ville. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de détournement urbain. Bah là, c'est quelque part aussi le détournement de ce défaut de la ville. Et il vient transcender cette feature et la souligner, et souligner sa grâce quelque part, sa certaine beauté, grâce à son œuvre. Et ici, voilà, là plus encore, en fait, il a trouvé ces boîtiers électriques hyper déglingués, et on imagine bien voilà, qu'il a dû mesurer les 73 cm entre les deux boîtiers pour derrière en fait produire une œuvre réellement sur mesure et impeccable et qui fonctionne à merveille avec ces boîtiers, avec cet endroit. Donc en fait l'importance quelque part de bien spotter, comme on dit nous dans le milieu, et d'aller chercher à la fois des lieux fertile d'un point de vue scénographique, mais après c'est pas une obligation non plus, mais c'est quand même toujours mieux, de façon à quelque part sortir derrière des photos qui seront vraiment remarquables pour archiver votre travail et donner quelque part une certaine une intelligence en plus à votre travail, puisque vous allez dans la rue pour trouver justement la richesse de la ville. Avant, pour les débutants, entre guillemets, ou ceux qui s'essayent ou qui se tâtent, en fait, l'important aussi, c'est de se tester sur les murs. Si par exemple vous êtes peintre, les murs peuvent être un peu piégeux. Un mur, c'est pas une toile. Donc, vous pouvez, et je le conseille vivement moi aux artistes, c'est d'aller tenter la peinture dans des friches, dans des lieux abandonnés, chez des amis, sur des granges, dans votre jardin. Dans certaines villes, il y a quelques murs d'expression libre, entre guillemets, ce qui est appelé comme ça par les villes, en fait, où vous pouvez peindre sans être inquiété par la police. Le propriétaire est au courant et il est d'accord, ce qui vous permettra en fait de vous transférer de vous rendre compte vraiment de ce que c'est peindre sur un mur. Et de passer effectivement à la grande échelle. Donc, passez du temps à repérer les beaux lieux, faites des photos des endroits, mettrez de façon soigneuse, et puis vous pouvez naturellement faire des esquisses sur mesure. Si vous êtes à la peinture, donc le mur, comme je vous disais, peut être parfois un peu piégeux, donc vous pouvez le préparer, l'apprêter avec une couche de fond, comme vous pouvez apprêter une toile, par exemple, ce qui permet de neutraliser le mur de fond, et puis choisissez des murs visibles. Essayez d'éviter plutôt les vieilles pierres, les murs patrimoniaux. Naturellement, tout n'est pas bon à peindre. Et puis, il y a tout un volet technique qui est très vaste et qui vous permet d'appréhender tout type de surface en fonction de votre base, de votre culture et de votre pratique personnelle. Et là, je vais passer la main à Mathias qui va nous parler justement des ressorts techniques et des différents moyens d'action dans l'espace public. Bon, là, on a montré des exemples. Il ne faut pas prendre ça comme modèle. Il y a 1000 façons d'intervenir dans la rue. Ça peut être des installations, ça peut être… donc, suivant vos outils de prédilection, vous allez utiliser différents médiums. L'outil qui est le plus classique dans la rue, c'est la bombe aérosol. Notamment, comme ça fait naître beaucoup de vocations, mais le graffiti
traditionnel nord-américain du lettrage où on utilisait la bombe aérosol parce que c'est un outil pratique, facile à balader, qui maintenant en plus est devenu très très technique. Hein. Enfin, dans les années 90, quand j'ai débuté, c'était des bombes à voiture. Maintenant, il y a des marques qui sont vraiment spécialisées pour peindre dans l'espace public, dans la rue, directement sur le mur et parfois même sans après. Hein. Donc ça, par contre, c'est un outil qui est hyper technique. Si vous voulez faire des choses qui demandent un petit peu de technicité, il va vous falloir du temps pour vraiment appréhender l'outil de la bombe aérosol. Après, l'outil le plus naturel pour des peintres, c'est peut-être la peinture, la peinture acrylique dans l'espace public parce qu'elle va être rapide à sécher. Donc là, on va utiliser essentiellement des rouleaux. Alors, ça peut être suivant l'aspect du mur, hein, des rouleaux à poils longs, des petits, des moyens, des gros, suivant la dimension qu'on veut faire. Mais venir peindre dans la rue avec ces petits pinceaux à la brosse, je vous le déconseille. C'est pas l'outil adapté. C'est pas l'outil à la mesure souvent de ce qu'on veut réaliser, sauf si on veut réaliser vraiment des petites choses. Mais vous allez voir que les aspérités des murs, ça va être très vite une contrainte et ça demande quand même une certaine technique de peinture. Après, comment est-ce que le design que vous voulez réaliser, vous allez pouvoir le reproduire sur le mur? Il y a souvent un souci de changement d'échelle. Alors pour le changement d'échelle, il y a différentes techniques. Alors suivant que vous peignez quelque chose à taille humaine qui va faire 2 mètres de haut ou bien alors 15 mètres de haut, vous n'allez pas utiliser la même technique. Peut-être pour reproduire la technique la plus classique, c'est celle qu'on aura appris au collège, c'est celle du quadrillage, qui est une technique qui fonctionne parfaitement. Sur des grandes échelles, il y a des artistes qui utilisent une autre technique, qui vont créer des signes un petit peu partout sur le mur, puis prendre une photo du mur, et ensuite retravailler dans un logiciel de dessin à partir de cette photo-là pour reproduire, poser leur image sur la photo du mur avec ces signes-là, et ensuite, par transparence, pouvoir retravailler avec précision sur le mur, sur des grandes dimensions. Et puis après, il y a la technique alors qui est parfois la plus pratique parce qu'on peut être amené parfois à avoir des problèmes de timing, notamment sur des très grandes réalisations. Je parle là de plus de néomuralisme sur des immeubles où le temps a quand même un coût, puisque quand on va travailler par exemple avec une nacelle ou avec un échafaudage, alors avec l'échafaudage c'est encore différent, mais avec une nacelle, les coûts de location de nacelle se font à la journée. Et peut-être des fois, pour réduire les coûts, on va utiliser la vidéoprojection. Donc, on va utiliser un rétroprojecteur ou un vidéoprojecteur pour projeter une partie de l'image ou l'image elle-même sur le mur, tracer les contours ou les zones de couleur et tous les repères dont on a besoin pour parfaitement reproduire la création sur le mur. C'est une technique qui est utilisée par beaucoup de muralistes et souvent pour une question de temps aussi, hein, et pas uniquement une question technique. Mais il y a des gens qui en ont fait eux-mêmes leur propre technique, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup avec des vidéoprojecteurs. Et puis, il y a d'autres artistes qui vont travailler directement sur le mur. Alors moi j'aime beaucoup tracer directement sur le mur à la perche. Alors, je ne vais pas utiliser une perche parce que c'est un peu lourd. Je vais utiliser un manche à balai, par exemple, ou un bâton qui est assez léger. Donc, on peut tracer une esquisse avec juste un pinceau en trempant un peu de peinture au bout qu'on délaye dans de l'eau. Et puis, on trace directement un petit peu comme un crayon, mais on a une certaine distance. Donc, on va utiliser ce bâton comme un crayon directement, avec le recul suffisant pour bien voir les proportions de ce que l'on fait. Donc ça, c'est plusieurs techniques à l'acrylique. Après, il y a plein d'autres techniques. Hein. On va voir le pochoir, on va voir le collage, on va voir d'autres interventions qui peuvent être la mosaïque, etc. Et puis vous pouvez en inventer d'autres. Hein. Il y a des artistes qui travaillent aussi l'installation, comme, je ne sais pas moi,
un exemple, Lorca, qui va utiliser des détritus dans la rue pour créer des sculptures. Et ça fonctionne parfaitement bien, quoi. Et puis, il y a d'autres artistes qui vont utiliser des choses qu'ils vont reprendre dans la rue. Alors, il y a Bordalo aussi, par exemple, hein. Voilà, donc ça c'est pour les techniques. Après, les peintures à utiliser, bon, ben, vaut mieux utiliser de la peinture extérieure, hein, si vous voulez que l'œuvre dure un peu, mais il faut savoir que de toute manière, d'une manière générale, une œuvre dans l'espace public sera forcément éphémère, quoi, puisque on a des limites de durée qui vont être dues au temps, tout simplement parce que les couleurs, un mur qui est exposé plein sud avec un rose pétant va finir rose très, très pâle au bout de quelques années, voire quelques mois. Surtout suivant la peinture que vous avez utilisée. Et puis, il y aura d'autres agressions, hein. Ça peut être la mousse, ça peut être aussi d'autres interventions, puisque quand on est dans la rue, on est en face directe avec le public, et si vous réalisez une œuvre qui fait réagir, vous pouvez vous attendre à avoir des réactions. Et c'est pour ça que, quelque part, l'archivage est important. Mais ça fait partie aussi du jeu, hein. Contrairement à une galerie où les gens vont se déplacer pour voir votre œuvre et elle sera dans un cadre bien protégé, et dans la rue, vous l'imposez aussi, vous imposez une image au passant, quoi. Et lui, il peut très bien réagir avec la même liberté que vous avez eu celle de lui imposer votre image, quoi. Ça fait partie des choses auxquelles il faut penser quand on peint dans la rue, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment faire un pochoir, comment on utilise la bombe aérosol, etc. C'est à vous d'expérimenter vos outils et puis de prendre le temps aussi d'expérimenter ces outils. Et c'est pour ça que aller travailler en friche ou sur des murs que vous pouvez avoir autour de chez vous, c'est quand même très important. Et aller directement dans la rue, montrer des œuvres qui ne seraient pas terminées, ça va vous desservir un petit peu, quoi, hein. Donc, essayez de travailler un petit peu votre technicité et votre esthétique. Et une chose aussi, c'est essayer de ne pas faire du ressassé et du recopiage, quoi. Mais bon, ça, c'est d'une manière générale dans l'art, de toute façon, même si on n'invente rien, recopier tel quel. Les gens qui connaissent l'art urbain savent qui a commencé à faire quelque chose. Si vous reproduisez des mosaïques avec un personnage d'un jeu vidéo, on va tout de suite vous dire que vous faites de l'Invader. C'est pas forcément une très bonne idée, quoi. Donc voilà pour la technique. Et puis maintenant, je vais vous parler quand même de choses un petit peu moins marrantes. Peut-être que tu penses à d'autres choses dont je n'ai pas parlé, Olivier? Non, écoute, tu as été plutôt complet, mais on complétera peut-être plus tard. On va parler collage aussi un petit peu. Voilà, bon, après, quand vous voulez peindre dans l'espace public, soit vous allez le faire comme ça, comme le Valais peut le faire, ou Ox peut le faire sans autorisation, en intervenant directement, avec les risques que chacun prend, bon, qui sont quand même pas dingues pour le Valais ou Ox, mais pour d'autres artistes qui interviennent dans la rue, je pense à tous mes amis graffeurs, les risques sont différents. D'ailleurs, il y a un peu deux poids, deux mesures, mais c'est comme ça, hein. C'est une autre discussion à avoir. Mais vous allez pouvoir aussi peut-être vouloir chercher à peindre un mur que vous avez repéré dans la rue et puis vous dire, voilà comment je peux le faire légalement, quoi. Donc, si vous voulez le faire légalement, naturellement, ce mur, il appartient à quelqu'un. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qui est le propriétaire. Donc, on va interroger le propriétaire. C'est un immeuble. Si c'est un immeuble où il y a plusieurs habitations, il y a de grandes chances qu'il puisse s'agir d'une copropriété. C'est toujours un peu compliqué avec les copropriétés parce que c'est bien d'avoir un propriétaire qui va être en accord avec votre projet, qui puisse défendre, parce que le principe des copropriétés, c'est que ils payent des charges, ils se réunissent une fois par an, il y a une assemblée générale. Et votre projet qui, même si vous avez réussi à avoir un propriétaire qui est hyper partant, lui, il va falloir qu'il le défende à l'Assemblée générale, quoi.
Donc peut-être vous serez amené à produire un croquis, enfin vous n'aurez pas toute la liberté que vous pouvez avoir quand vous le faites de votre propre volonté sans demander d'autorisation. Mais c'est nécessaire si vous voulez que ça soit quelque chose de pérenne ou si vous voulez faire les choses dans les règles. Il y a le propriétaire de mur, mais ce n'est pas le seul interlocuteur. Les propriétaires des murs ne font pas ce qu'ils veulent de leur mur, quoi. Si un propriétaire veut faire repeindre son pignon, même si c'est juste pour refaire la couleur, il va devoir passer par une demande à faire à l'urbanisme qui s'appelle une demande préalable. Donc, je ne vais pas trop alourdir les choses avec cet aspect-là, mais quand même, c'est bon à savoir. Donc, on fait une demande préalable, ça passe devant l'architecte conseil de la ville, par exemple, ou un groupe d'urbanistes et d'architectes conseil. Et parfois, quand vous êtes dans une zone patrimoniale, par l'architecte des bâtiments de France. Donc, il faut savoir que les architectes des bâtiments de France sont là pour protéger l'architecture et le patrimoine. Et heureusement qu'ils sont là, sinon on aurait des enseignes McDo partout dans des zones, dans des architectures qui valent le coup d'être vues. Et puis finalement, on se retrouverait avec du tout et du n'importe quoi. Donc parfois, c'est pas évident d'arriver à faire aboutir un projet quand on est dans une zone de patrimoine. On avait des exemples avec Olivier justement de projets. Alors là, nous, on est dans des projets institutionnels où on va justement faire toutes ces démarches. Souvent, vous pouvez vous appuyer sur une association dans toutes les villes. Il y a des associations qui travaillent dans l'espace public et qui créent des événements. Et je vous invite parfois à peut-être vous rapprocher d'eux pour pouvoir investir l'espace public, ou alors avec la mairie directement de quartier pour pouvoir atteindre votre but, celui de peindre ce mur. Et puis, bon, tout peut se faire aussi dans la discussion, quoi. Par exemple, l'été dernier, je travaillais avec un artiste qui s'appelle Ipin, qui, en visitant la ville, m'a dit écoute, moi, donc nous, on est sur Rennes et il y a toute une partie de la ville où il y a des murs à colombage. Donc, évidemment, c'est des zones de patrimoine. Et lui, il a trouvé ça génial. Et il me dit j'aimerais bien travailler sur une façade de genre-là ou à côté, enfin, de parler de ça, quoi. Et il m'envoie un croquis avec un projet qu'il souhaitait faire. Et je dis mais non, là c'est impossible. Je veux dire, ça passera jamais auprès de l'ABF. Et puis j'ai rencontré l'ABF par la suite sur une autre histoire de mur. Et il s'avère que dans le centre ancien, il y a des tas d'immeubles qui sont en réhabilitation actuellement. Et puis nous, on voulait vraiment pouvoir faire intervenir Ipin dans le cadre de la Biennale. Et dans cette zone de patrimoine, et je dis ce mur-là, par exemple, est-ce qu'il va être réhabilité, donc est-ce qu'on pourrait intervenir dessus, et même de manière éphémère. Et là, elle m'a dit oui, en effet, donc c'est pas un enduit à la chaux, donc vous pouvez intervenir dessus, c'est un ciment, et de toute manière, ce ciment-là, on va l'enlever d'ici quelques mois ou quelques années, enfin, on ne sait jamais trop, les travaux, ça peut prendre du temps. Et donc, on a pu intervenir, et donc je vais vous montrer les photos. Donc, ça, c'était les bâtiments donc dans une zone patrimoniale. Et puis, Germain Ipin est intervenu pour faire cette petite blague autour du mur à colombage que je trouvais assez intéressante et qui va rester là. Alors peut-être qu'elle va rester 1 an, peut-être qu'elle va rester 2 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. Mais elle aura eu le mérite d'avoir lieu et puis de jouer justement avec le patrimoine. Toi, Olivier, tu as peut-être l'exemple de Joe aussi, hein, si on a le temps encore. Hein. C'est vrai qu'on commence à être un peu long. La photo de Joe, c'est là. Oui. Donc là, on est bien sûr sur des projets Lego. Hein. La majeure partie des œuvres qu'on voit dans la rue, elle est
spontané illégal, mais après, là, voilà, c'est le versant un peu légaliste du mouvement et des fresques murales, voilà, qui se développent quand même pas mal. Donc là, on est dans le centre-ville de Rouen. L'arrière-plan, c'est le beffroi du Gros Horloge, donc on est vraiment à 50 mètres de ce monument emblématique de la ville. Et en fait, donc il a fallu, là, pour le coup, parlementer directement avec l'architecte des bâtiments de France pour investir ce mur. Et l'architecte, en fait, on est dans un cas d'école en fait, où il y a une co-visibilité entre l'œuvre et le monument, le beffroi. Et en fait, l'argument, c'était que l'œuvre ne veuille pas concurrencer le monument. Et donc, par exemple, là, elle nous a dit, voilà, il est souhaitable qu'il n'y ait pas de figuration sur le grand pignon qu'on voit ici de face. Donc, en fait, Adrien l'Admiral, alias Joe, en fait, a de façon très maligne, finalement, nourrit cette abstraction de beaucoup d'allusions au contexte local. Donc le sujet du temps, hein, qu'on voit clairement à travers ces pistils, en fait, dont les bouts sont des sphères et des planètes. Hein. Il y a le sujet de l'eau, hein, qui est très présent à Rouen avec ses fontaines, avec la Seine. On distingue sur le côté une rivière qui vient emplir ce haut-vent là qui est bleu clin. Il y a des signes, hein, de façon assez comique à l'envers en dessous. Et puis il y a une intégration également finalement chromatique avec les bâtiments limitrophes et le paysage. Naturellement, le bleu qui est raccord au ciel à travers ces grandes volutes ici dans l'angle à droite. Et puis une zone plus sombre près du mur d'ardoise sur la droite aussi de l'œuvre. Et puis un beige surmonté d'un bleu gris qui vient épouser finalement le Gros Horloge qui est derrière. Donc on voit là que même si on est dans un site patrimonial dur, entre guillemets, on peut parvenir à faire passer des œuvres quand même assez fortes, hein, puisque cette œuvre a vraiment beaucoup de caractère, mais il a fallu la jouer fine et travailler avec les contraintes politiques et patrimoniales qu'on veut bien comprendre sur tel ou tel endroit. Donc voilà, plusieurs façons finalement de jouer avec un contexte qui politiquement peut être contraint. Oui, tout à fait. Une petite précision aussi sur le travail dans l'espace public, c'est la mise en sécurité. Par exemple, quand on travaille sur des œuvres de cette dimension-là, on va travailler avec des outils assez lourds. Hein. Par exemple, je ne sais pas, Joe, travailler avec une nacelle sur… Oui, tout à fait. Ouais. Donc une nacelle, ça va avoir une emprise sur l'espace public. Donc on ne vient pas louer une nacelle et puis l'utiliser n'importe comment ici. D'abord, pour conduire une nacelle, il est quand même préférable d'avoir un permis nacelle. Ça s'appelle un CACES. Qui va vous permettre de connaître les conditions de sécurité dans lesquelles on l'utilise. Bon, l'essentiel, c'est de bien baliser la zone dans laquelle on va travailler parce que le danger, en fait, d'abord pour les autres, c'est de faire tomber un pot de peinture sur un passant. Et quand on fait tomber un pot de peinture sur un passant, qui est responsable? C'est avant tout le conducteur de la nacelle, mais c'est aussi celui qui l'a loué, c'est aussi celui qui a engagé l'artiste. Et vous savez qu'en tant qu'artiste, vous êtes indépendant et vous êtes responsable de vos chantiers. Alors, surtout dans l'espace public, c'est vrai que dans votre atelier, ça a moins d'incidence, mais dans l'espace public, il est conseillé d'avoir une assurance quand même adéquate. Et de prendre toutes ces précautions, et même sur un petit boulot à l'échelle, si vous faites tomber un pot sur un gamin qui passe, c'est dangereux, quoi. Donc faites attention à bien baliser et faire attention au public que vous avez autour. Je ne rentre pas dans les détails, on va vous laisser quelques infos sur le document, sur le PDF. Là, on a quelques adresses, il me semble. C'est pas là. Bon, on vous les laissera en tout cas pour que vous puissiez avoir les bonnes infos sur ces conditions de sécurité. Et puis, je voulais parler aussi un petit peu de l'aspect politique et des problématiques qu'on peut rencontrer quand on s'exprime dans l'espace public. Avec un exemple qu'on a eu il y a quelques années,
en invitant un artiste qui s'appelle Essif, qui a un travail assez justement politique dans la rue. Donc là, ça n'y paraît pas, mais il s'agit juste d'un saumon sauvage. Donc ça, c'était à Saint-Malo en 2017. On avait invité Essif. D'abord, ça avait été un petit peu compliqué pour obtenir ce mur-là. On avait dû contractualiser avec la CCI au dernier moment. Et dans le contrat qui nous liait avec la CCI, donc on s'engageait, nous, à recouvrir l'œuvre s'il y avait des caractères insultants ou des messages politiques qui pouvaient être trop clivants. Parce que sinon on ne pouvait pas peindre cette œuvre, et c'était un petit peu au dernier moment. Et puis Essif est arrivé là, et Essif, dans son travail, considère que l'espace public est un espace, un espace populaire, et il est venu ramener, comme il le fait souvent d'ailleurs, des graffitis qu'il a trouvés dans la rue en se baladant, et qu'il a intégrés dans sa peinture. Et on les voit là. Donc, c'est des tags qu'il a repris et qu'il a mis pour expliquer un petit peu que la peinture dans l'espace public, c'est pas là juste pour faire beau, pour faire joli et flatter l'œil des gens, mais c'est aussi pour apporter des messages. Et là, on trouve un petit peu des messages. Donc là, c'était un poème qu'il a retrouvé dans la rue. Il a rajouté un tag aussi qu'il a repris dans la rue. Et puis, un petit message plutôt rigolo, hein, la justice, je l'embrasse. Saumon sauvage a commencé de préférence avant la fin du capitalisme. Et puis un petit message un petit peu plus touchy pour l'endroit, en fait. Et quand j'ai vu faire ça, je lui ai dit bon, tu sais qu'en Bretagne, quand même, c'est un peu compliqué. Et c'était en 2017. Et Sif me dit bah ouais, mais bon, voilà quoi. Et du coup, les élus, à la fin du festival, m'ont contacté très vite en me disant « Mais écoutez, ça ne va pas du tout. » Donc, ils ont été contactés par la CCI directement pour leur dire qu'il y avait des messages à caractère politique sur l'œuvre. Et ils m'ont demandé d'effacer les graffitis qui avaient été faits sur le mur parce qu'ils pensaient que ce n'était pas l'artiste, mais que ça avait été fait ensuite, quoi. Donc, je leur ai bien expliqué, on a eu une discussion avec l'artiste, et puis comme les messages graffitis sont effacés dans la rue, il m'a dit bah, écoute, on va les effacer de la même manière qu'on efface la parole populaire quelque part dans la rue, donc avec des grandes bandes blanches. Et finalement, on a réussi à garder l'œuvre et garder son essence en mettant un petit QR code et puis avec un petit texte d'explication qui racontait un petit peu cette histoire et pourquoi Essif avait peint ça et pourquoi les politiques avaient été intervenus. Tout ça pour vous dire que peindre dans l'espace public, c'est pas anodin. C'est pas juste histoire de faire joli. Il y a aussi des réactions que vous allez avoir en direct. L'espace public, c'est l'espace de tous, et une fois que vous avez posé une œuvre, vous la posez, vous partez, mais il y a des gens qui vivent en face de votre œuvre. Donc vous avez une certaine responsabilité. Voilà, c'est ce que je voulais imager avec cet exemple. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Peut-être pas de la contractualisation, peut-être si vous êtes amené à travailler avec une organisation, n'oubliez pas de contractualiser entre vous et l'association la façon dont vous allez intervenir. Il y a les enjeux d'assurance qui doivent être indiqués. La question des droits d'auteur aussi, et puis de la pérennisation de l'œuvre dans le temps. Hein. Ça sera plus facile pour vous d'indiquer qu'elle est éphémère. Il y a des tas d'intervenants qui ne vont pas se poser cette question-là, mais par exemple, les villes, certaines mairies ont eu des convenus avec des œuvres qu'ils ont fait dans l'espace public et qui, 20 ans après, les ayants droit réclament évidemment qu'elles soient remises en état, et ça a des coûts, évidemment. Donc, ça fait partie des choses. Alors, c'est tout à fait normal, hein, d'ailleurs. Hein. Mais nous,
a fait le choix souvent d'assumer le caractère éphémère de ce qu'on faisait dans la rue, quoi. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer aux questions. Je veux quand même vous dire que sur le site de la fédération, vous allez pouvoir trouver des ressources pour imager un petit peu tout ce qu'on vient de dire et puis peut-être approfondir. Il y a une boîte à outils sur le site internet avec des modèles de contrats, des liens vers des choses qui sont existantes, des associations que vous pourrez retrouver autour de chez vous. Et puis voilà, je vous invite à aller faire un tour sur ce site pour avoir un petit peu plus d'infos. Parfait. Est-ce que Mathias, tu peux remettre le site en question dans le chat, comme ça les artistes Oui, tout à fait. longs, ça reste. Je fais ça. Je sais qu'Antina, elle l'a mis au début de la conversation, mais comme tu viens juste d'en parler, une petite piqûre de rappel avec toutes les infos utiles dont tu as parlé, contrat, exemple, réseautage, c'est toujours bien. Okay, je vais retrouver ça tout de suite. Je vous l'envoie. Alors, c'est pas grave, je vais vous parler du coup. Alors, au niveau des questions, il y a plusieurs axes qui paraissent intéressants. Il y a le côté obligation, démarche, déclaration. Et après, il y avait des questions un petit peu plus pratico-pratiques. Voilà. Alors, et des questions purement droit d'auteur. Voilà. Même si on n'est pas ici spécialiste du droit d'auteur, il y a quelques notions quand même de base. Voilà. Peut-être sur lesquelles on pourra répondre. Et sinon, on vous renvoie vers les personnes spécialisées de notre réseau. Alors, déjà, on va commencer un peu plus, peut-être par des choses un peu plus générales. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, on le sait d'avance, vont être refusées ou vont être tout de suite repeints ou parce que le message ou l'image ou le lieu, on sait d'avance que c'est même pas la... Enfin, on a vraiment beaucoup de risques que de toute façon, l'œuvre ne reste pas. Voilà. Est-ce que vous avez pu constater des cas qui, de manière récurrente, sont repeintes systématiquement, par exemple? Alors, c'est en fait, vas-y, Olivier. Juste, ouais. Le fait de faire repeindre une œuvre, souvent, c'est le propriétaire du bâtiment qui appelle les services de la ville. Et s'il n'aime pas, en fait, il faut savoir que, en fait, quand on peint un mur, on peint la propriété d'autrui. Et en fait, le propriétaire du mur en question, il a, et c'est bien qu'on peut trouver ça triste et c'est pas forcément super, mais en fait, on altère sur le droit de jouissance de sa propriété et donc il peut appeler les services. Dans toutes les villes, il y a des services qui viennent repeindre les murs. Donc souvent, le repeignage de murs, c'est du fait du propriétaire ou des services en question voilà, dans les villes qui viennent repeindre. Après, dans les projets plus institutionnels, souvent sont demandées des esquisses et voilà, de ce qui va être peint. Et donc là, c'est une façon de contrôler, pour ne pas dire de censurer. Voilà, une validation de projet. Et après, il faut bien dire, dans les projets légaux, on peut constater qu'en fait, et qui sont censés être pérennes. Alors, Mathias a bien parlé d'un juridiquement éphémère, à savoir que dans le contrat qui nous lie et qui lie l'artiste au bâtiment, bien souvent, c'est une œuvre éphémère qui est concernée. Mais en vrai, une peinture bien faite, ça dure 10, 15, 20 ans. Donc, on peut considérer que c'est éphémère, que c'est pérenne. Et donc là, effectivement, c'est quelque part validé par le propriétaire et par la mairie. Après, si effectivement vous avez envie de peindre des choses voilà, qui sont un désordre à l'ordre public ou quoi que ce soit, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, je trouve ça très très bon, en fait, que l'espace public soit un espace de débat. Donc peignez malgré tout, faites des photos et diffusez sur les réseaux sociaux, et d'autres diffuseront aussi. Et ça fait quand même le job d'une œuvre impliquée, forte. Sa durée de vie, mystère et boule de gomme, hein, ça peut être quelques heures
et ça peut être quelques jours ou même certaines œuvres peuvent rester bien longtemps. Il y a des artistes revendicatifs comme Blue, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure, qui a encore des œuvres, dont une belle à Rennes d'ailleurs, qui sont là depuis des années et des années. Donc voilà, faut pas hésiter à être offensif, mais après c'est vrai que dans un cadre légal, vous aurez du mal à faire passer des œuvres trop incisives. Alors, ça dépend beaucoup aussi de l'endroit où vous allez peindre et de la ville dans laquelle vous allez peindre et de la politique qui est menée. C'était ma question suivante. Est-ce qu'il y avait des villes plus connues pour être favorables ou défavorables en dehors de Rennes? C'est difficile à dire, mais par exemple, quand je parle de l'exemple des CIF à Saint-Malo, à Rennes, ça ne serait jamais arrivé. D'accord. C'est le genre de choses sur lesquelles, je veux dire, ce type de censure ne serait pas arrivé des politiques dans ma ville, par exemple. Enfin, je le pense en tout cas. On a des artistes ici qui interviennent dans l'espace public de manière complètement illégale et qui sont en même temps achetés par la ville. On leur achète leurs œuvres, on protège un petit peu leurs œuvres, ce qui est un petit peu étrange d'ailleurs. Mais oui, alors ça dépend des villes, ça dépend un petit peu des politiques qui sont menées. Il y a des endroits où c'est plus intéressant justement de peindre dans ces villes-là, puisque la politique est encore plus étroite. Et et donc plus de réactions. Comme dit l'adage, mur blanc, peuple muet. Je vois très bien. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des pays où c'est se risquer à de l'emprisonnement sévère, par exemple voilà, est-ce que vous avez vent de certaines législations qui sont très dures? Est-ce que c'est pas, j'imagine que c'est souvent lié au régime politique? Je ferai attention en Birmanie, moi. Ok, ça me paraît oui, logique. Ok. Mais voilà, en Europe, des surprises on pourrait se dire, bah non, en Italie, en Espagne, c'est hyper toléré, et en fait, pas du tout. Ou pas de surprise comme ça? Ça dépend. En Europe, ça dépend des villes. Par exemple, Barcelone a été vraiment la Mecque du graffiti pendant les années 90 jusqu'à 2005. Et en 2005, ils ont fait passer une loi ultra dure qui participait finalement à une politique d'image de la ville et de oui, c'est l'urbanisme là qui a pris le dessus. Barcelone, qui est devenue une sorte qui s'est barcelonisé, comme on dit en Espagne, à savoir que c'est devenu une sorte de Disneyland à touristes. Et donc, ils ont voulu effacer de façon dure tous les graffitis. Et donc, c'est vrai que tout le centre-ville, qui était très, 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 très peint dans les années 90 et jusqu'en 2004, en fait, est devenu plutôt vierge, ou plutôt, en fait, il est après repeint. Où, en fait, le graffiti a passé la main un peu à ce qu'on appelle le street art, entre guillemets, où c'est plus du collage, des installations, des petites sculptures, des choses réversibles, alors que le graffiti, lui, en fait, peint, il est effacé. Et à côté de ça, par exemple, 300 km plus au sud, à Valencia, qui pour moi est une des plus belles villes d'Europe pour voir du graffiti, du street art, on a une relative tolérance dans le centre-ville et on voit beaucoup d'œuvres peintes. Et voilà, il y a eu une très très belle scène, effectivement, sur Valence, qui reste relativement tolérante à ces pratiques-là. Donc en fait, c'est finalement un peu c'est la mairie et la police municipale qui fait la loi. Donc ça dépend beaucoup des personnalités. Mais pour connaître un tout petit peu Valence, c'est aussi une ville qui est très très axée sur la danse, le chant, les arts de manière générale, et très ouverte et assez dynamique et très jeune aussi. Et du coup, il y a un état d'esprit aussi peut-être qui va avec. Ok, alors évidemment, là on a beaucoup parlé d'œuvres de dessin, de peinture, mais une sculpture, une installation, une projection de lumière, les mêmes lois s'appliquent, j'imagine? Une projection de lumière, je pense qu'il y a beaucoup moins de risques. Oui, voilà, une performance, une installation. Une
une belle référence un peu ancienne sur les projections de lumière, excuse-moi Mathias, je t'interromps, c'est le Graffiti Research Lab qui faisait des choses magnifiques dans les années 2005. Voilà, je vous le note sur le chat. Ok, pour le plaisir de découvrir. Ouais, c'est bon. Après, une installation dans l'espace public, ça va dépendre d'un tas de choses, hein, mais elle peut être faite dans un cadre légal, comme ça se fait dans des tas d'événements d'art contemporain ou autres, hein, d'ailleurs. Et c'est pareil, il y a un cadre légal qui va être à remplir pour occuper l'espace public, hein, si on veut le faire légalement. Donc, et puis des règles de sécurité aussi qui vont se poser, quoi, hein, comme quand on réalise une sculpture pour 1%, où il est quand même demandé à ce que les règles de sécurité de base soient... Oui, jusqu'à faire venir un grutier homologué, etc. Et voilà. Après, par exemple, je sais pas, des sculptures, mais qui ne seraient pas dans le cas d'un 1%, voilà, ou des mini-sculptures ou des mini-installations qu'on déposerait un peu partout. C'est pareil, il faut accepter, j'imagine que c'est inhérent, comme pour la peinture, que ça disparaisse ou que ce soit déplacé. Évidemment. Ouais. Mais sinon, les règles sont les mêmes, a priori, ou les risques sont les mêmes. Ouais, en fait, beaucoup de sculpteurs, voilà, enfin, certains sculpteurs se sont un peu manifestés sur le chat ils voulaient être rassurés que ce ne soit pas juste une intervention à destination des peintres fresquistes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, vous vous intéressiez vraiment à différentes techniques, différents supports. Et voilà, c'était pour rassurer aussi en dehors des fresquistes. Oui, tout à fait. Non, mais voilà. L'installation fait aussi partie des interventions dans l'espace urbain, même si la Fédération de l'art urbain est née plus de la volonté de gens qui pratiquent plutôt un dérivé du graffiti ou du street art, ce qui est plutôt quand même majoritairement de la peinture ou du collage. Mais en marge, il y a aussi des gens qui font de l'installation, de l'intervention dans l'espace public. Mais en fait, si vous voulez, en fait, l'installation et la dépose d'objets ou de sculptures dans l'espace public, si vous les arrimez pas de façon lourde, c'est sûr que l'œuvre, elle disparaît assez vite. Hein. Il y a beaucoup on voit quand même dans les grandes villes pas mal de vols d'œuvres qui sont décrochées justement sur ce qui n'est pas peint. Il y a toute une brigade de loulous voilà, qui décrochent des choses pour les revendre après. Donc, nous, on ne fait qu'encourager naturellement les pratiques alternatives à la peinture et les installations diverses et variées. Voilà, qui font partie de la grande famille de l'art urbain. Et nous, ça nous fait plus que plaisir quand on voit des gens installer des choses dans l'espace public. Après, voilà, il n'y a pas réellement de risque, sauf le risque de se faire voler. Et aussi, il faut faire certes un petit peu attention en termes de sécurité également. À ce que, voilà, les objets ne soient pas trop tranchants ou autres. Voilà, c'est des conseils de bon sens qu'on peut donner. S'ils sont à hauteur d'enfant ou autre, voilà, faire attention. Mais on voit des installations plutôt rigolotes. Moi, j'ai en souvenir, il y a tout ce qui est le tricot urbain, voilà, quelque chose d'assez cocasse. Il y a deux artistes aussi, Ride in Peace et Monsieur BMX, par exemple, qui plantent des vélos. Donc, ils découpent à la scie le cadre du vélo et il est planté sur l'angle de rue. Voilà, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Mais après, bienvenue aux sculpteurs, Disons qu'à la différence de aussi qui déposent des objets, tu l'as cité Mathias, voilà, des objets du rebut qui fait un peu de l'arte povera quelque part. Il y a une vraie voie pour l'arte povera urbain de rehausser comme ça notamment les déchets de la ville et d'en faire des objets d'art, en fait. Ok. Alors, donc, le risque qu'on prend et qu'il faut accepter, c'est que ce soit déplacé, modifié, repeint quand c'est en dehors d'un cadre appel d'offres, d'un cadre légal d'une commande. Je vous interromps sur le risque. En fait, le risque, alors certes, c'est l'ultra éphémère, à savoir d'être repeint, d'être volé ou quoi, mais en fait, la photo permet d'archiver le geste artistique.
Ouais. Et ça, Et que l'œuvre perdure, et ça devient une œuvre en elle-même, presque la ça photo, pérennise, finalement. voilà, ça pérennise votre geste. La force, on le sait bien, ce qui est puissant dans la création artistique, c'est l'épisode de création. C'est le plaisir d'avoir l'idée, de l'installer et qu'elle soit là. Et en fait, ce plaisir-là, après la vie de l'œuvre dans le temps, presque, je dirais presque peu importe finalement. Ce qui compte, c'est vraiment le processus créatif et le fait de poser une œuvre. Et en fait, la photo vient finalement Documenté. clôturer ce processus de la création et documenter, comme tu le dis, Mathias, et archiver. Et n'oublions pas qu'il y a la rue qui est l'espace public réel. Et nous avons désormais quand même la chance de pouvoir diffuser tout ça sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et vous touchez aussi votre public sur les réseaux sociaux grâce à une installation qui peut-être n'a duré que quelques heures ou quelques jours, mais en fait, l'œuvre a existé. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais qui me semblait importante, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de crispation sur l'éphémère, ah là là, ça va pas durer, mais en fait, c'est pas si grave si ça dure pas longtemps non plus. Hein, ce qui compte, c'est la force de la création, finalement. Non, ce que je disais, c'est voilà, c'est juste que ça fait partie du geste et que faut le prendre en considération. Ça va avec, en fait, ce mode de création et de lieu de création. Et qu'après, oui, chaque artiste peut en jouer pour faire vivre après une deuxième vie à sa création, en s'appropriant d'autres supports. Utiliser l'espace public, c'est aussi donner son œuvre. Hein. Oui, c'est pour ça que je disais accepter que ça dure le temps que ça dure. Mais en termes, du coup, les questions qu'on peut se poser aussi, c'est ce droit d'auteur. Est-ce que du coup, on abandonne totalement l'œuvre puisque c'est pas prévu, encadré, déposé, commandé ou est-ce que, par exemple, on peut se retourner contre une municipalité en disant c'est une œuvre d'art, je suis un artiste déclaré en tant que tel, je suis professionnel, j'ai une démarche artistique, vous avez détruit une œuvre d'art. Ou non, la loi du le mur, le propriétaire du mur, et cette loi-là écrase toute revendication du droit moral d'une œuvre. Alors, je ne suis pas ultra spécialiste, mais je sais que les frontières sont très très floues à ce niveau-là et qu'il n'y a pas réellement de jurisprudence qui fasse école. C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, quand on vient peindre un mur, on altère la propriété d'autrui. Donc, en fait, le droit de la propriété intellectuelle vient s'entrechoquer avec le droit de la propriété. Et en fait, il semble que le droit de la propriété prenne le dessus, à savoir, je suis propriétaire de ce mur, cette peinture, elle m'ennuie, bam, on la repasse, et voilà, c'est quelque part le droit de la propriété qui a gagné. Bon, moi, je n'ai pas souvenir d'un artiste qui aurait attaqué un propriétaire parce qu'il a été recouvert. Oui, je pensais plus à une municipalité. Je parle avec ton contrôle, je n'ai pas souvenir non plus d'artiste qui aurait attaqué une municipalité parce qu'il était recouvert aussi. Et en fait, le fait, effectivement, d'avoir une pratique illégale et non autorisée fait que on rentre dans le Far West de l'espace public. Et donc là, on rentre dans une zone effectivement à risque parce qu'effectivement, imaginons que le droit de la propriété intellectuelle prenne le dessus sur le droit de la propriété. Et là, ça deviendrait fou. Alors que tous les artistes pourraient prendre le droit de s'approprier tous les murs et d'attaquer les uns les autres. Voilà, je pense qu'il y a le juge fait un rôle plutôt sécuritaire, entre guillemets, puisque ça serait sinon une petite anarchie. Et après, c'est vrai qu'il y a la question du droit de propriété intellectuelle et de la liberté le panorama, à savoir que l'œuvre se retrouve en arrière-plan, par exemple, de campagne électorale ou de publicité. Et là, pour le coup, l'artiste peut demander réparation si c'est à des fins commerciales dans une publicité. Hein, la DAGP, vous connaissez certainement, fait plutôt bien la SCAM ou la CEF, pour citer les trois. Le travail en France. En revanche, il y a un cas récent d'un artiste Congo, je crois, ou Combo, voilà, Combo, qui s'est retrouvé dans un clip de Mélenchon
Et il me semble que Combo a perdu son procès, puisque le juge a estimé que l'œuvre était dans l'espace public, et donc de ce fait devenait un objet public, comme un paysage. Et donc, Parce qu'il existe en droit d'auteur le droit de retrait qui donne le droit de manière, je pensais infinie, à l'artiste même s'il a publié, même s'il a vendu, même s'il a vendu une œuvre, d'avoir ce droit de retrait de son œuvre, parce qu'en tant que droit moral, il reste propriétaire du droit moral de sa création, même vendue, même donnée. Voilà. Mais tout ça donc vient s'opposer au cadre légal, on va dire, et programmé, encadré par un appel d'offres, un résidence en concours, où là, l'artiste, dans ce cadre-là, a le droit de revendiquer, par contre, ses droits sur son œuvre, et l'acheteur, que ce soit une entreprise ou une agglomération, voilà, une institution, un musée, n'a pas le droit de modifier, déplacer, détruire l'œuvre sans l'autorisation préalable de l'artiste. Voilà, ce qui ne se fait pas effectivement sur de la création de l'espace public non encadré. Usuellement, les artistes cèdent leurs droits de reproduction au propriétaire du mur pour X années. Ce qui permet, c'est logique, hein, je suis commanditaire, j'ai ma maison, je commande une œuvre à un artiste, toujours que j'ai le droit quand même de prendre une photo de ma maison et de la diffuser, même s'il y a une œuvre dessus. Et bon, ça fait partie du jeu finalement, hein, puisque peindre une fresque murale, c'est une belle opportunité et il faut que tout le monde en profite. Donc les artistes, moi rarement j'ai eu des soucis, des débats avec des artistes sur le fait de céder, mais à des fins promotionnelles et non commerciales. Évidemment, il n'est pas question de vendre des photos du mur, sauf si c'est l'idée éventuellement. Oui. Personnellement, après, dans le cadre du droit moral, l'artiste en fait peut s'opposer à la déformation de son message ou à l'assimilation de son œuvre à un message merchandising, commercial ou politique avec lequel il ne serait pas d'accord. Sauf s'il a concédé ce droit préalablement avec le commanditaire. Voilà, sauf s'il a concédé tout droit. Mais le droit moral vient par-dessus la cession du droit d'auteur. C'est encore... c'est inaliénable et incessible. Ouais. Mais bon, il y a les FAQ sur les 3 sociétés de droit d'auteur concernées pour toute la branche art visuel. C'est la SAIF, S-A-I-F, la SCAM, S-C-A-M et l'ADAGP. Sont 3 très très bonnes sociétés de droit d'auteur avec des FAQ au top. Vous pouvez aller et puis de toute façon, voilà, elles sont 3 sociétés de droit d'auteur très utiles, même en dehors de l'art urbain. Alors, est-ce qu'il existe des sites internet qui référencent, qui regroupent les appels d'offres pour ce type d'intervention ? Alors, jusqu'ici, j'en ai pas la connaissance. Nous, on essaye sur le site de la fédération de les transférer, de les partager. Sur le Facebook aussi, on a un Facebook qui s'appelle la cantine de la fédération où on partage les appels d'offres qui passent. C'est vrai que c'est assez récent ce système d'appels d'offres parce que c'est rarement des 1%. Hein, c'est souvent des appels d'offres qui sont en dessous de la somme. Je crois que c'est 45 000 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc ils sont bien particuliers. Et c'est vrai que faut avoir un peu les réseaux pour les voir traîner. Alors si à la fédération on les a, nous on les partage en tout cas. Ok. Bah, parfait. Et je vois que Cécile vient de mettre le lien sur le chat pour les artistes, c'est parfait. Est-ce que à qui et comment obtenir une autorisation ? Au propriétaire avant tout. Directement. Pour avoir une autorisation, oui. Oui. Et pour s'installer sur la voie publique, c'est la mairie, la préfecture Les demandes d'occupation d'espace public, il me semble que c'est les mairies, ouais. D'accord. Vous savez, c'est laborieux, pas laborieux. Enfin,
les artistes en fait ont des questions assez Ouais, pratico-pratiques tout à sur fait. Ouais. est-ce que c'est facile, pas facile, le temps que ça peut prendre. Eh ben, alors là, c'est un peu très aléatoire, quoi, hein, Hmm, suivant la municipalité, suivant est-ce que c'est facile. Alors, ça peut être très long, une demande préalable, ça peut. Donc, il y a 2 mois à partir du moment du dépôt de la demande pour qu'on puisse faire opposition à cette demande. Et ensuite, il y a encore 2 mois, une fois que vous avez placardé en principe, hein, une fois que vous avez placardé sur le mur le fait que vous alliez changer l'aspect du mur, ou quelqu'un peut se retourner pour s'y opposer. Mais ça, d'accord. c'est des principes, mais dans l'usage, c'est assez rare que ça dure aussi longtemps. Puis en général, on travaille avec la municipalité, donc il y a des échanges qui se font. Euh, Après, de le faire en direct, bon, ça dépend de l'ouverture de la municipalité, hein. Mhm, entendu. Euh, alors, et on a parlé des assurances un petit peu déjà, et nos artistes ont beaucoup réagi là-dessus, s'ils s'en inquiétaient pas mal. Ouais, bah oui. Donc, il y a l'assurance civile professionnelle Hmm. qui entre en jeu. Est-ce que vous en voyez une autre ou ça Non, suffit pour... c'est celle-là, ouais, tout à fait. Ok, une assurance civile professionnelle, parfait. Que les gens n'ont pas forcément. C'est pas votre assurance civile, hein, c'est vraiment différent, la civile professionnelle. Ouais. J'attire votre attention là-dessus, chers artistes. Responsabilité civile, RCP Pro. Ouais, tout à fait. On- pour ceux qui voilà, voudraient se renseigner, bon après c'est pas la seule existante, mais au niveau de l'association, on est assez sensible à ces questions de destruction des œuvres ou des œuvres abîmées pendant un transport ou à l'accrochage ou par un client, etc. Et ou les artistes qui interviennent chez des clients. Du coup, on a en collaboration avec un groupe d'assurance, on a monté des assurances spécialisées transport, exposition et responsabilité civile professionnelle. Si vous allez regarder sur notre site, vous pouvez, et puis ou demander des devis pour comparer avec d'autres d'ailleurs. C'est pas forcément les moins chers, je le précise, mais en tout cas, voilà, ils sont spécialisés art plastique, enfin art graphique et art visuel. Très bien. Ensuite, est-ce qu'il existe des cotations spécialisés dans l'art urbain, comme on peut voir des cotations, peinture, sculpture, parce que souvent c'est des catalogues faits par les galeristes, ou par le prix de vente directement par l'artiste. Et là, il y a un des artistes participants qui demandait voilà, quelle valeur pour une œuvre dans l'art urbain. Est-ce que voilà, il y a des classements d'artistes C'est à la valeur. un grand débat, ça. C'est un grand débat parce que on a souffert de pratiques du début des années 2010 où en fait il y a des artistes qui ont travaillé gratuit, même sur des très beaux terrains sur Paris, et ce qui fait qu'on est parti d'assez bas, puisqu'il y a des acteurs qui faisaient travailler les artistes gratuitement en leur disant voilà, ça te fait une belle fresque, ça te fait de la communication, enfin on connaît tous malheureusement l'éternel slogan sur la visibilité et la communication, ce qui fait que voilà, on est parti d'un petit peu bas, comme je vous dis. Et petit à petit, on rattrape quand même malgré tout, grosso modo, les choses en termes de revenus pour les artistes qui vont peindre des grands murs. Alors naturellement, ça dépend beaucoup de la taille du mur, des frais de production qui sont annexes, du type de montage de l'événement. Est-ce qu'on est associatif? Est-ce que c'est un montage privé qui paye? Est-ce que c'est une mairie? Est-ce que c'est un promoteur immobilier? Est-ce que c'est une société privée? En fait, voilà, il y a beaucoup de configurations différentes. Et après, de plus en plus, on commence à avoir des cachets moyens qui vont être entre 3 disons, à 7 000 euros, 8 000 euros, peut-être pour peindre une fresque sur 2-3 étages. Ce qui, à mon sens, n'est toujours pas Pas assez. énorme.
hein, parce que Mm. vraiment, quand on connaît, oui, non, mais voilà, c'est ça, quand on connaît En fait, les. faut pas se mettre à calculer au ratio au centimètre carré. C'est pas, c'est comme un Des artiste qui fois, commencerait à réfléchir ouais, combien ouais, d'heures il y a passé. ouais, C'est. des fois, il y a des artistes qui, voilà, qui ont des ratios comme ça, mais Mm, ça dépend tellement des, mm, des mm, contraintes. Que je vous dis, on est entre 3 et 10 000 euros, disons, pour peindre un grand mur. Après, moi, personnellement, je trouve que ça pourrait valoir 10 fois plus, étant donné la place que ça a dans la ville et la révolution visuelle réellement que mm, ça procure sur ces paysages-là. Hein, je parle de projets institutionnels sur des très grands murs. mm, mm, Après, c'est vrai que bah, y a des artistes de tout niveau et qui ont des évolutions de carrière différents et voilà, qui ont comment dire, des styles qui sont plus ou moins proches de mm, l'histoire de l'art, plutôt classique, d'autres plus ou moins proches du graffiti et autres. Et en fait, ça peut altérer des cotes, entre guillemets, mm, mm. même si voilà, il y a des grands artistes qui se font payer très peu et il y a des artistes un peu moyens parfois bah, qui peuvent choper des gros contrats. Donc c'est difficile de théoriser. Mais Oui, après, voilà, les chiffres que je vous donne, c'est grosso c'est modo une ce qui, fourchette. ce Mm. qui- ce qui se pratique. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si tu veux commenter. Après, ça peut monter beaucoup plus, hein, naturellement. Si vous travaillez pour Nike ou si vous faites le siège Adidas, bah là, Mm, mm. ça va être des facturations à 5 chiffres, hein, c'est évident. Mais Oui, oui, bah après ça c'est effectivement c'est des choses, c'est entre le bon conseil et le côté un peu logique de est-ce que c'est comme un graphiste ou un peintre qui travaille bah, soit pour la toute petite entreprise en bas de chez lui ou qui a peu de retombées et pas le budget, ou si on se met à travailler pour des groupes qui ont le budget pour, et en plus avec des répercussions sur plein de magasins, plein de vitrines, ou un logo qui serait fait pour l'intranet, l'extranet, les supports de com, etc. Évidemment, il ne faut pas se brader. C'est des choses qu'on dit souvent, nous, à l'asso, quand on rencontre les artistes ou que les intervenants des autres webinaires ont souvent répété. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de réclamer ce qui vous est dû. Il y a beaucoup de voilà, il y a un jeu aussi de la part du client qui est là, oui, mais bon, tu vas être vu, puis je te prends toi, mais je pourrais prendre quelqu'un d'autre si tu rechignes un peu. On connaît ce bras de fer, ce rapport de force, mais c'est vrai que voilà, faut pas hésiter, cher artiste, à revendiquer d'être payé et d'être bien payé, votre juste valeur. Voilà. Après, on a mis un outil aussi pour que vous puissiez calculer un peu combien ça vous coûte d'être artiste, pour calculer aussi le prix à demander à votre client. Vous disiez, ça dépend aussi si la matière première, etc., est fournie ou pas, si en plus il faut venir avec son propre matériel, c'est parfois plus coûteux d'intervenir que de ne pas faire. Parce que voilà, même on est payé un peu et en plus pour fournir tout le matériel soi-même. Donc voilà, c'est un Surtout peu sur des des, pratiques un peu abusives de la part de certaines commandes en place. surtout sur des chantiers, quand on parle de muralisme et de grandes surfaces, où on peut avoir des budgets à 40 000 euros. Alors, si la nacelle et tout le matériel est à vos frais, Oui, oui, bah, voilà, on pense aux sculpteurs quand il faut faire venir un grutier, c'est le devenu énorme. transport de l'œuvre, le transport du matériel, les matières premières, l'installation d'échafaudage, le contrôle technique à la fin, la sécu, enfin la sécurité, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à l'ajouter dans votre liste de tous vos frais pour calculer le juste prix que vous devez au moins demander pour travailler, pas pour rien en fait. Voilà. C'est important de le rappeler. Oser demander. Très bien. Alors, on a fait le tour de pas mal de choses. Alors oui, une question effectivement sur encore un autre type de support de revendication entre le défense d'afficher sur les murs et le fait que l'art pratiqué en soi, c'est de l'affiche. Comment on joue avec ces règles-là, On est sous le coup de la par loi. exemple?
Oui, on est il n'y a sous le coup de pas, la loi. moyen de filouter. On passe pas Bah, à travers. le seul moyen de filouter, c'est d'avoir l'autorisation du propriétaire du support. Après, on peut intervenir sur Parce que c'est pas du poster, clairement. Enfin, défense d'afficher, c'est pour mettre du poster et autres, quoi. Une œuvre, c'est plus du poster, c'est Ouais, une alors peinture. après les Enfin, services de c'est une nettoyage, ça ne œuvre en fait pas soi. C'est pour forcément la ça. Il n'y a différence. pas. Ouais. Euh, Oui, c'est peut-être aussi un manque de connaissance de ce côté-là, Bah, après, on d'appréciation. affiche. C'est défense d'afficher, mais on affiche quand même, et puis voilà. Et on est recouvert, et on Et connaît les risques, ouais. connaît les risques, tout simplement. Et on tâche de En ne pas fait, être trop et en dégradé non termes plus. de risque et d'amende, tout ce Il y a qui est très peu. amende, du coup, De nos est-ce qu'elles jours, sont appliquées? il y a très très peu. Et en fait, parce que qui dit amende dit procès. Et en fait, il y a relativement peu de procès. Il y a les principaux organismes qui vont jusqu'au procès. Ce sont eux ceux qui ont l'intérêt économique et qui ont vraiment des dommages en centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas en millions d'euros. Et en gros, bah, c'est la RATP, la SNCF ou autre, où là, effectivement, si on peint un train, si on peint un métro, à une certaine époque et encore un peu aujourd'hui, on peut avoir des soucis si réellement on s'acharne, si vous voulez. Mais dans la rue, enfin Mathias, je parle sous tout contrôle. Moi, j'ai jamais trop vu passer de grosses affaires juridiques ces dernières années, judiciaires ces dernières années, sur des histoires de peinture dans la ville. non. Et la terre, il se fait justice, il efface et basta. Et est-ce que c'est pas une verbalisation qui est directe comme un excès de vitesse, je sais pas, ou quand on passe le Euh, portique du métro et on a une amende de 120 € et on repart avec son amende à payer au trésor public? Ça peut être le cas pour l'affichage ou pour les collages d'autocollants, par exemple. D'accord, Mais encore faut-il que soit vous soyez pris sur le fait, ou alors que oui, vous ayez laissé votre numéro de téléphone sur c'est ça. l'autocollant. On est signé de son nom Voilà. pour m'envoyer un recommandé avec une amende. Voici l'adresse. Mais Et par globalement, exemple, les artistes qui mettent ça ensuite sur Instagram, du coup, ils se font repérer ou ils se font repérer mais personne vient les chercher? Et globalement, il ne faut pas que ce soit un frein parce que ça arrive relativement peu. Enfin, je ne sais pas. D'accord. Après, je ne vais pas prôner non plus l'illégalité, mais franchement, enfin, moi, je Alors, prône envoyez la toutes vos liberté. amendes impayées à la fédération. Et en fait, il ne faut pas que les gens voilà, craignent à fond parce qu'ils ont fait un collage. Ok. Simplement, c'est sûr, je vous disais tout à l'heure quand je parlais, vous collez ou vous peignez sur une forteresse de château, sur un bâtiment classé historique. Ou, voilà, faut avoir du bon sens. Tous les murs ne sont pas bons à peindre. Et faites attention parce qu'effectivement, si vous graffez un commissariat à Notre-Dame de Paris ou un cimetière, bon, vous pouvez avoir des soucis. En revanche, voilà, il y a plein d'endroits, ouvrez les yeux dans la ville et il y a plein d'endroits qui sont propices pour faire des Oui. belles œuvres sans avoir. Il n'y a pas une chasse ouverte à chercher sur Instagram tous les gens qui auraient pu faire un graffiti à un moment et qui s'en vantaient sur Instagram. Enfin, Il y a eu historiquement, mais Mathias va vous en parler, plutôt des années 90-2000. Oui, le procès de Versailles. Mais, Instagram n'existait pas à l'époque. Non, si, en ce moment, je crois qu'il y a une petite polémique là-dessus, quoi. d'accord. Mais après, bah, on est conscient aussi quand on est dans l'illégalité, qu'on est dans l'illégalité. Si on est pris sur le fait et qu'on se prend une amende, bon, ben, faut pas. Ça fait partie du jeu. Hein. Après, l'opinion publique aussi, peut-être aussi, a changé. On est passé de Ouais, vandalisme à artistique. le regard des gens a vraiment changé depuis le début des années 2000, je pense. Mhm. C'est reconnu vraiment comme un courant artistique et plus comme du vandalisme, du mobilier urbain, en fait. Ça dépend, c'est là que c'est terrible, et ça dépend beaucoup des pratiques. Quoi. Pour le graffiti, ça reste du vandalisme, Oui, oui. pour la plupart des gens. Hein. Ok. Mais les gens confondent tag et graffiti. C'est la même famille. Un peu, ouais. Il y a un côté dessin, c'est pour ça. Les gens ne s'attendent pas encore vers tout ce qui va être justement fresquiste, peinture, illustration, dessin, avec ce côté noble, beaux-arts de l'état d'esprit de certains. Non, ça reste, enfin, même si ça a encore changé, ou alors ça dépend peut-être aussi des municipalités ou de la politique culturelle de la ville. Ça dépend beaucoup je vous dis, enfin, du style et de la posture également. C'est sûr que
avec des bombes, sweat capuche, bombe, 2 heures du matin, on a plus de chances de se faire ennuyer qu'en pleine journée. En fait, moi, il m'est arrivé, même à titre associatif dans la légalité, de travailler sur des murs sur lesquels on n'était pas autorisé. Et on a fait ça, voilà, on a fait le spectacle. On a pris des plots orange, on s'est mis des gilets orange de chantier, on a scotché, on a fait les choses bien. On a scotché le sol au truc, on a mis la petite moquette, et en fait, on s'est fait passer pour des ouvriers en bâtiment qui repeignaient le mur. Et, en fait, j'ai pris un artiste naturellement qui savait faire une belle peinture, quand même assez grande, mais en 2-3 heures de temps. Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. On a même été questionné par des gens de la copropriété. Et en fait, c'est passé malgré tout. Mais effectivement, je déboulais le même soir à 23 heures avec le même artiste d'ailleurs, et dans une posture offensive en train de peindre des lettres, j'aurais peut-être pu avoir plus de soucis. Et donc en fait, c'est malheureux. Hein, c'est une énorme inégalité de traitement et quelque part une petite injustice, mais c'est une question d'approche et puis de style. Hein. Le peintre en question, c'est un peintre qui fait de l'abstrait, qui est très très contextuel, qui est vraiment voilà, qui a des œuvres très très fines et très délicates et justement qui prennent en compte le contexte. Donc si l'œuvre fonctionne quelque part, si elle n'est pas choquante entre guillemets, excusez du terme, il n'y a pas de raison. En fait, les artistes sont quand même des personnalités plutôt respectées et en général, on a beaucoup d'appui des riverains quand on travaille en journée de façon tranquille dans l'espace public, même si en vrai, on n'est pas tout à fait autorisé par le propriétaire du mur. Ok. Non, mais très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, que ce soit intégré, apprécié, Il faut y aller. valorisé. Il y a très rarement de problème. C'est très très rare qu'il y ait des gros soucis. Hein. Je sens une sorte d'encouragement. Chers artistes qui nous entendez, demain, tous une bombe aérosol de peinture, c'est parti. Bombe ou pas bombe, hein, il y a moyen, vous voyez, par exemple, le Des collage. pochoirs, Le les collage, ça collages. permet tranquillement en fait, d'avoir un travail d'atelier et d'aller de le travailler très finement. Et après, c'est un pot de colle à papier peint à 4 €. Là, mais votre œuvre, elle est placée dans l'espace public. Alors après, voilà, il y a différentes façons. Il y a la bombe aérosol, c'est super. Il y a la peinture acrylique, c'est bien. Il y a l'installation, il y a le collage. On peut jouer avec les formats aussi. Ça peut être des petits formats. Voilà, tout à fait. Rapide. Il y a du minuscule qui est vraiment formidable aussi dans l'art urbain. On a beaucoup les très grandes fresques en tête, mais il y a des choses magnifiques qui sont toutes petites. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que l'équipe, au nom de l'équipe ici à l'ASSO, on a apprécié tous les visuels que vous avez proposés et le fait de faire découvrir comme ça, lors d'un webinar et de rendre ça accessible à tous, voilà, c'est plutôt agréable comme présentation. Merci. Je disais parce qu'on est habitué à des présentations avec des fiscalistes aussi, par exemple. Nos adhérents, après, c'est nécessaire hein, pour se professionnaliser, mais c'est vrai que c'est des parties un peu moins sympas que ce soir. Ok, je vois une réaction. Bombe aérosol, c'est pas écologique. La peinture, c'est pas écologique. Oui, voilà, de manière générale. Après, ça fait référence à un autre webinaire qu'on a fait où justement on se posait la question. Et il y a plusieurs marques qui ont beaucoup travaillé ces dernières années pour améliorer les conditions de pratique pour les artistes en fait. Avant même de parler d'écologie, il y a tous les artistes qui respirent solvants et autres. Et ça aussi, il y a eu des pas de fait pour... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la bombe aérosol, le premier qui la respire, c'est l'artiste. Et ça peut être très, très nocif. Donc c'est vrai que si on a ici des peintres qui souhaitent s'engager dans le spray et passer 2, 3 heures, 4 heures à peindre une fresque, il vaut mieux mettre un masque. C'est pas il vaut mieux, il faut quand même bien mettre un masque, même si c'est vrai que c'est pas dans les us et coutumes. Voilà, parce que passer 2 heures à envoyer du spray sur un mur, on est vraiment gazé. Il faut bien faire attention. On a beaucoup échangé avec la marque Collard, le groupe Collard qui a le Franc-Bourgeois et Liquitex. Et ils ont beaucoup travaillé ces dernières années pour
diminuer en fait le nombre de solvants, le nombre de produits et de rajouter un maximum d'ingrédients qui soient les moins nocifs en fait possible. Et je crois qu'ils sont allés au-delà des normes européennes en vigueur pour avoir un petit peu d'avance pour être tranquille pour les prochaines années. Et voilà. Et donc voilà, ça peut être aussi une prise en considération, mais lors de cette invention, évidemment, il parlait tout ce qui était aération et masque. Ouais. Et protection des mains et des yeux, évidemment. C'était important parce que c'est votre outil de travail, vos yeux et vos mains en tant qu'artiste. Donc, et j'en profite pour souligner que l'accident du travail et la maladie professionnelle ne sont pas pris en considération pour les artistes-auteurs. Donc, ça veut dire que dans la base de la Sécu, dans votre régime social, les remboursements et autres, c'est pas prévu. Donc, derrière, c'est mutuel, etc. Voilà, donc c'est très très important de vous préserver et voilà, de faire attention à la base. Tout à fait. Voilà, et du coup, pareil, les chutes de nacelles ou d'échafaudage, on ne peut que recommander des petites journées de formation ou de collaborer avec des gens spécialisés et de faire très très attention à tout ça. Voilà. On a fait le tour des questions. Olivier, Mathias, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, revenir sur un point voilà, en particulier, mais en tout cas, on a fait le tour des questions. Eh ben, je ne vois pas trop. Non, ça va. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il y a sûrement des choses dont on n'a pas parlé, hein, mais j'ai pas tout en tête là. D'accord. Alors, je vais conclure sur ce qu'on fait, sur ce que fait l'association et sur ce que fait la fédération. Au niveau de la fédération de l'art urbain, est-ce que vous pouvez rappeler les missions principales et comment ou quelles sont les conditions pour adhérer? Il suffit d'aller sur le site de la Fédération des arts urbains et vous pouvez adhérer en ligne. Hein, et la mission de la fédération, c'est de diffuser l'art urbain et de soutenir surtout l'art urbain en France. Et les adhérents de la fédération sont assez actifs et on travaille sur des tas de thématiques et notamment les archives de l'art urbain, mais aussi on va travailler un petit peu justement sur des modules de formation, sur des tas d'aspects qui sont un peu particuliers à l'art urbain. Mais bon, plus on sera nombreux, plus justement on pourra travailler et puis réfléchir aussi à tout ça, puisque on se rend compte que l'art urbain est pour l'instant n'est pour l'instant pas du tout enseigné, ne serait-ce que dans son histoire, dans les écoles d'art par exemple. Et c'est un sujet qui mérite d'être traité, mais qui a besoin de se nourrir de toutes ces archives, de toute son histoire. Donc voilà, ça fait partie des chantiers qui seront à mener par la fédération dans les années à venir. Donc il y a plein de choses à faire. Puis on a envie aussi de créer des relais régionaux pour essayer de fédérer un peu plus dans toute la France, quoi. D'accord. Et les conditions pour adhérer, est-ce qu'il faut avoir un certain profil ou certaines conditions, je ne sais pas, un numéro de SIRET ou être une certaine pratique en particulier ou voilà, je sais Non, pas. pas du tout. Bon, après, c'est mieux de se sentir vraiment concerné, mais il y a aussi des gens qui sont amateurs d'art urbain qui participent à la fédération. D'accord. Donc pratique de loisirs ou des personnes très investies dans voilà, pas forcément que des artistes du coup en pratique professionnelle. Oui, voilà, il y a des artistes, mais il y a aussi des gens qui naviguent autour de l'art urbain, des collectionneurs comme des amateurs éclairés, des gens qui peuvent faire avancer un petit peu D'accord. Oui, qui viennent avec leur rapport de connaissances ou de questions qui viennent, ok, très bien, faire avancer certains dossiers. Je comprends. Ok, parfait, merci. Alors voilà, bon. Beaucoup d'adhérents ce soir à la présentation, donc adhérents de l'association Maison des Artistes, mais je vais en dire deux mots parce que ça serait dommage voilà,
de pas vous dire tout ce qu'on fait, vu l'énergie qu'on y met, le temps qu'on y passe et les bons retours qu'on a. Et voilà, donc au niveau de l'association Maison des Artistes, donc à pas confondre avec le régime de sécurité sociale, l'URSSAF du Limousin ou la caisse de retraite, que sais-je, nous avons vraiment un rôle d'accompagnement, de conseil, d'entraide. On est à la fois un centre de ressources avec les fiches pratiques, des webinaires comme ce soir, des modèles de facturation, de contrats, etc. Voilà, aller vous négocier vous trouver des bons plans pour votre quotidien d'artiste, pour vous faciliter la tâche en fait, pour que vous ayez plus de temps et d'énergie pour vous concentrer sur votre création. Et nous, on s'occupe un peu de tout le reste, on va dire. On vous accompagne dans toutes vos démarches, on vous accompagne quand vous avez des questions, des problématiques, on trouve avec vous des solutions. On a une avocate spécialisée, un expert comptable fiscaliste, une assistante sociale, des experts en communication pour vous aider avec votre propos artistique, votre portfolio, votre Instagram. Voilà, à côté de ça, on va négocier avec des théâtres, des abonnements presse comme Mouvement ou Art Absolument, par exemple, ou L'Œil. Il y a aussi des assurances pour vos expositions, une complémentaire santé. Voilà, c'est assez vaste, allez voir. Il y a de la protection de données avec en blockchain et bientôt une plateforme NFT. Je le dis doucement, ça arrive bientôt. Ou des galeries participatives, donc des artistes qui collaboraient, qui se mettraient à 5, 7, 10 personnes pour gérer des galeries ensemble avec un coup de main de l'asso. Et à côté de ça, il y a toutes nos actions de fond pour vous défendre, pour défendre vos pratiques artistiques, le respect, justement, être rémunéré et être bien rémunéré, faire en sorte que l'achat d'œuvres d'art soit défiscalisé pour ouvrir plus de possibilités à plus de gens de profiter de vos créations dans des bonnes conditions et encourager l'achat d'œuvres. Voilà, il y en a tellement de choses. On a un bureau d'aide sociale aussi pour les gens qui ont des petits coups durs, voilà. Et c'est bien pensé dans le sens où c'est des artistes pour les artistes avec les artistes. C'est vraiment, ou encore avec des marques comme de produits Beaux-Arts, comme des enseignes d'Albe par exemple, qui à chaque passage en caisse va venir reverser un certain pourcentage au bureau d'aide sociale. Voilà. Et donc, c'est ouvert à toutes les professions qui sont couvertes par les 5 branches du régime artiste-auteur, le chorégraphe, le scénographe, le poète, le BDiste, le dessinateur, vitrailliste, le designer, le peintre. Enfin, ouais, c'est tellement long, je vous invite à aller voir ça. C'est facile, ça se fait en 5 minutes et surtout, cet esprit de solidarité se retrouve jusqu'au prix de l'adhésion. Parce que voilà, c'est vraiment un souhait ici de mettre personne de côté. Donc, on a une adhésion à 30 € par an pour permettre au maximum de gens de profiter de tout ce qu'on fait sans mettre les gens, voilà, faire un tri par les revenus. Voilà. La condition, c'est d'être déclaré, par contre, parce que tout ce qu'on fait est fait voilà, pour des questions ou des problématiques d'artistes qui sont face à un client, souvent, ou qui ont des problématiques d'achat de matières premières pour nourrir leur création pour une expo, par exemple. Voilà. Donc, la condition pour adhérer, c'est ça. C'est juste être un artiste engagé dans sa création en ayant un numéro de SIRET au minima et plus voilà, d'être professionnel un peu engagé. Vous retrouvez ça sur le site internet. Louise, si tu peux mettre le lien. Il y a trop de choses à dire, je ne peux pas vous le dire en si peu de temps. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses au quotidien. Je vous laisse découvrir ça sur le site. Voilà. Un grand merci à nos intervenants pour leur disponibilité, leur éclairage et leur sympathique présentation qui m'a semblé extrêmement accessible et intelligente. Merci encore. Ça permet de faire un focus sur des pratiques pas encore assez reconnues. Voilà. Donc, un grand merci et j'espère à très vite. Merci. Ah, Je suis revenu. Mathias est de retour. Voilà, j'étais en train de dire merci. Merci. Et en conclusion, n'ayez crainte, allez-y. Vous ne risquez pas grand-chose. Faites attention à vous. Vous faites pas mal. Ne tombez pas de l'échelle. Mais créer dans l'espace public, ça fait du bien. Du bien. Très bien, merci. Peut-être à une prochaine. Et chers artistes, adhérents, on se revoit très vite. Prochain webinaire dans peu de temps. Les replays sur votre espace adhérent. Et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, encore une bonne raison d'adhérer, les replays des webinaires.
Voilà. Bah, merci Antinia, merci Louise pour le relais du chat et merci à la Fédération de l'art urbain. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Merci à toi.